Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille et toujours dans la bonne humeur. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 ados, minimaliste depuis plusieurs années et professionnelle du désencombrement certifiée. Et si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue chez vous et merci de votre fidélité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la mise en ménage, en particulier dans le contexte des familles recomposées. Comment éviter les doublons, s'assurer que tout le monde s'y retrouve et préparer ce double déménagement, je partage avec vous astuces et expériences. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Si je vous parle de ce thème aujourd'hui, c'est parce que la question de la mise en ménage revient souvent dans les messages que je reçois sur Insta. Très récemment, on m'a encore demandé des conseils, alors je me suis penchée sérieusement sur le sujet. Avant de me lancer, je tiens à préciser une chose. Je mentirais si je disais connaître les besoins exacts d'une famille recomposée. Donc je ferai de mon mieux pour aborder cet aspect-là. Par contre, en matière de déménagement, ça je m'y connais. J'en ai fait en moyenne 1 tous les 3 ans depuis que je suis avec mon mari et la gestion des doublons, c'est presque devenu un sport que je pratique à haut niveau. Donc voici le fruit de mes expériences et mes réflexions. Que ce soit avec ou sans famille recomposée, un emménagement, une mise en ménage, ça se prépare. La plupart d'entre nous vivons d'abord seuls ou en colocation avant d'emménager avec notre partenaire, parfois après des années de vie indépendante. Les doublons sont donc quasiment inévitables. Et si on peut facilement vivre avec 2 épluches légumes, il y a des choix plus difficiles à faire pour éviter de se retrouver avec 4 canapés et 2 tables basses. La gestion des doublons, c'est différent parce qu'il s'agit de nos propres objets accumulés ensemble au fil des années, car personne n'a vraiment besoin de faire de compromis. En revanche, lors d'une mise en ménage, des objets ou meubles auxquels on tenait peuvent soudainement devenir des doublons. Dans ce cas-là, on ne peut pas tout garder, ne serait-ce que par manque de place. Ça implique donc des sacrifices de part et d'autre, des compromis et beaucoup de discussions en amont. Je ne peux qu'imaginer à quel point cette gestion des doublons peut être compliquée quand il y a en plus des enfants attachés à certaines choses et qui ne veulent pas voir ces objets disparaître. Un déménagement, c'est toujours un changement pour les enfants. Et notre réflexe naturel, c'est d'essayer d'atténuer ce changement en recréant un cocon familial, familier, qui ressemble à ce qu'ils connaissaient. On veut pas trop les brusquer et on peut penser que en gardant le maximum d'objets ou de meubles, ça les aidera à se sentir chez eux plus rapidement. Ça, c'était notre cas quand on est parti de la France à la Nouvelle-Zélande et j'ai un petit retour d'expérience à vous partager qui, je l'espère, pourra vous aider si vous ne voulez pas être celui ou celle qui se sépare de ses objets ou meubles lors de la mise en ménage, justement pour ne pas trop bousculer les enfants. En 2014, on a donc quitté la Bretagne pour emménager en Nouvelle-Zélande. À l'époque, les enfants avaient 2, 4 et 6 ans, donc ils étaient très jeunes. C'était le 2e déménagement pour notre aîné, le premier dont notre 2e pouvait se souvenir et le tout premier pour le 3e. Donc vu qu'on partait un peu dans l'inconnu, en laissant, même beaucoup d'ailleurs, en laissant derrière nous notre vie, nos amis, notre famille, notre travail, mais aussi notre langue, notre culture pour en découvrir une autre, il nous semblait à l'époque judicieux et on se sentait très malin d'emporter avec nous tout ce qu'on pouvait, après un gros tri quand même, et de remplir ce fameux conteneur de 40 pieds dont je parle régulièrement et lui faire traverser la planète pour que les enfants retrouvent tous leurs jouets, leurs meubles, leurs décos, leurs vélos, bref, tout ce qui faisait leur quotidien en Bretagne. Laissez-moi partager un petit secret avec vous, même s'ils étaient forcément contents de retrouver tout 2 mois plus tard, et nous aussi d'ailleurs, on n'a pas boudé notre plaisir, soyons quand même honnêtes, ce n'est pas de retrouver la table de la salle à manger, le tableau du salon, ni même leurs jouets qui les a aidés à s'adapter à la vie là-bas. Nos 3 enfants ont des tempéraments totalement différents et ils ont accepté les changements à des vitesses radicalement différentes. Mais ce n'était pas de retrouver leurs objets qui les a aidés, car dans des situations similaires, les réactions étaient effectivement très différentes. Notre aîné s'adapte partout et tout le temps, sans aucun souci. Même si les changements sont logiquement les plus difficiles pour lui, ou en tout cas l'ont été, avec des changements d'école. Notre 2e, lui, il a juste besoin d'une routine, d'un environnement stable. Une fois que ces éléments étaient en place, tout a roulé. C'était vraiment pas une question d'objet. Notre 3e, de toute façon, il déteste
tout changement. Il se bat contre toute forme de changement. Et un déménagement, ça en implique tellement dans tous les pans de sa vie que c'est pas parce qu'il a retrouvé un peu de familiarité dans la déco ou dans ses jouets que ça l'a aidé. Il lui a fallu des mois et des mois pour trouver un peu de sérénité. Son autisme n'a pas forcément aidé, je vous l'accorde. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore de diagnostic. On s'est un petit peu arraché les cheveux. Quand on a fait le choix de rentrer en Europe après 7 ans, on a fait l'inverse de ce qu'on avait fait à notre arrivée. On a vendu, donné ou jeté 95% de nos possessions et on est venu avec les bagages autorisés par la compagnie aérienne et 2 mètres cubes de fret. On a donc dû meubler et équiper l'appartement entièrement. Meubles, vaisselle, linge de maison, tout du sol au plafond. Morale de l'histoire, l'adaptation s'est faite exactement comme quand on avait tout emporté avec nous. Notre aîné s'est adapté tout de suite, notre deuxième a mis environ 2-3 mois et notre dernier une bonne année et demie. Là encore, le vrai changement était de quitter les amis, de quitter leur langue quotidienne et leur langue scolaire, de scolarité, et de changer de culture. Tout ça pour dire que, selon moi, lors d'une mise en ménage avec des enfants, s'accrocher à certains objets en pensant que ça facilitera la transition, c'est pas forcément le cas. Je vois pourquoi on le dit, mais c'est pas forcément ça qui va les aider. Si on peut garder certaines choses, tant mieux, vraiment. Mais s'accrocher chacun de notre côté à nos meubles et objets et avoir du mal à trouver un compromis pour ne pas trop bousculer les enfants et uniquement dans ce but-là, c'est pas forcément l'argument en fait le plus pertinent. Il vaut mieux mettre son énergie et son temps ailleurs pour préparer les enfants aux vrais changements dans leur quotidien que de les préparer à ne pas avoir les mêmes meubles dans leur chambre ou dans le salon. C'est en tout cas mon expérience en tant que maman qui a en plus des enfants très attachés à leur routine et à leur environnement matériel. Une fois ce sujet évacué, comment on fait pour gérer cette mise en ménage de manière pratique avec ou sans enfants ? La première chose, c'est d'évaluer la situation. Est-ce qu'on sait exactement où on va vivre avant de rendre les clés de notre maison actuelle ? Alors, elle vous paraît peut-être un petit peu bizarre, cette question. On aurait envie de dire que oui, on ne va pas partir comme ça dans l'inconnu. Mais je préfère le dire parce que nous, c'était pas du tout notre cas lors de nos 2 déménagements internationaux. On connaissait la ville, certes, mais il fallait être sur place pour visiter, choisir la maison ou l'appartement. Donc ça, c'est plus courant que ce qu'on pense. On peut trouver peut-être un logement temporaire avant d'en trouver un plus permanent et mettre des choses en garde-meuble. Donc ça peut arriver qu'on ne sache pas exactement où on va atterrir. Si on est dans l'incertitude, mon conseil c'est de s'alléger au maximum pour ne pas être limité dans nos options de choix de maison. Nous, on a tout racheté de seconde main, ça nous a coûté 5 fois moins cher qu'un déménagement international. C'est pas toujours le cas, je le conçois, qu'on traverse la planète ou alors qu'on fasse juste 200 mètres au bout de la rue, les coûts de déménagement sont pas les mêmes. Ensuite, il faut vraiment réfléchir à notre futur mode de vie qui va forcément changer lors d'une mise en ménage, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une famille recomposée. C'est vraiment pour moi la clé de tout. Plus on est précis dans la manière de vivre au quotidien, plus on arrive à définir ce qui est essentiel au bon fonctionnement de la famille. Vous me voyez venir. Avec 2 familles qui se mettent ensemble, tout augmente, notamment le nombre de lessives et potentiellement la fréquence des courses si on n'augmente pas la taille du frigo. Peut-être que la logistique changera d'une semaine à l'autre en fonction des gardes d'enfants ou du travail des uns et des autres. Cela aide vraiment d'essayer d'imaginer jour par jour à quoi le quotidien peut ressembler. Ça nous aide à définir nos besoins réels, nos indispensables, pour que la logistique quotidienne ne soit pas trop lourde. Prenez cette occasion comme une opportunité de revenir à l'essentiel et de créer un intérieur simple à nettoyer, rangé et géré pour tous les membres de la famille, non pas que maman, merci les enfants. Plus on est précis dans nos futurs besoins et usages de la cuisine ou de la salle de bain, par exemple, qui vont forcément changer, plus on pourra identifier les objets indispensables et mettre de côté ceux qui sont devenus obsolètes. Donc ça va nous aider pour le tri de la maison que l'on quitte. Par exemple, 2 machines à laver peut être indispensable si vous avez beaucoup d'enfants qui, en plus, font du sport tous les jours. Ensuite, vous pouvez discuter de ce que chacun apporte, de ce qui manque et de ce qui est devenu superflu. Pour moi, l'objectivité et surtout le côté pratique des choses sont cruciaux quand on se met en ménage. Et j'imagine d'autant plus dans le cas des familles recomposées. Essayez de créer un endroit tellement facile à vivre qu'il y ait justement de la place pour la vie et non pour les objets. Le but d'une vie commune, c'est de profiter les uns des autres, c'est de partager des moments au quotidien et pas de se compliquer la tâche à cause du ménage qui prend des heures parce qu'on a beaucoup plus de bazar, parce qu'on a tous ces doublons, ou de se prendre la tête pour que les enfants rangent leur chambre parce qu'elles sont pleines à craquer. Donc pour moi, quand il faut se mettre d'accord sur certaines choses, comme
quel canapé garder. Le critère de taille par rapport aux besoins et facilités d'entretien doivent primer, pas le critère sentimental. Je préfère privilégier ma paix quotidienne et mon temps plutôt que les sentiments que je peux avoir pour un objet, aussi légitime soit-il, d'ailleurs. Je vous dis ça parce que je suis minimaliste depuis des années et que j'ai fait tout un travail pour que les objets n'aient pas trop de pouvoir sur moi. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde et je conçois qu'on puisse être très attaché à certains objets. Là, ce que je fais, c'est juste un retour d'expérience. Ce n'est que mon avis. Par contre, en cas d'égalité entre arguments sentimentaux et arguments pratiques ou logistiques, et bien là, le critère sentimental, il peut absolument prendre le dessus. Si on est d'accord tous les deux qu'il nous faut une table à manger ronde avec des rallonges intégrées et qu'on en a tous les deux une, pourquoi ne pas garder celle à laquelle on tient vraiment? Si je me fiche de garder la mienne, pourquoi ne pas faire plaisir à mon conjoint ou ma conjointe? Et si, là encore, il y a égalité, on peut ajouter un critère esthétique. Garder celle qui va le mieux avec le reste. Quoi qu'il en soit, l'erreur à ne pas commettre lorsqu'on se met en ménage, c'est de tout mettre dans des cartons en se disant qu'on gérera les doublons une fois sur place. On se connaît, on risque de ne pas le faire. Si tout le monde emmène des assiettes, des casseroles, surtout si on emménage dans un endroit plus grand avec des grandes zones de stockage, les ustensiles en trop finiront invariablement dans la cave ou le grenier. Et là, c'est le début de l'accumulation parce qu'on aura d'autres choses à faire que de s'en occuper. Oui, un déménagement, c'est pénible, c'est fatigant, on a plein de trucs à faire, plein de décisions à prendre. Mais un emménagement, c'est difficile aussi. C'est pas que le côté déménagement. On pense souvent à cette partie-là, mais il faut emménager après derrière. Alors, autant faire le boulot avant et laisser derrière nous ce qui n'a plus de raison d'être dans notre nouveau quotidien. On fait le tri avant, jamais après. S'il vous plaît, apprenez de mes erreurs. Plus votre nouveau chez vous sera simple et allégé, plus vous aurez de place et d'énergie pour vous occuper les uns des autres et créer des nouvelles routines et une nouvelle vie ensemble. Faites de la place dans vos placards pour créer des espaces de vie plus faciles à gérer, plus flexibles. Moins de place pour les objets, plus de place pour les gens et les interactions. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.